une république, un empire, une monarchie, une autre république, un autre empire, et pour finir, encore une république. Voici tous les régimes politiques que la France a connus en moins d'un siècle. En 1870, la France a encore changé de régime, et après 2 essais, les républicains espèrent que cette fois, c'est la bonne. La République va perdurer. Et en effet, la Troisième République est depuis 1789 le régime politique qui a duré le plus longtemps en France. Alors, comment les républicains s'en sont-ils pris pour échapper à une nouvelle révolution? On va voir ça. Oh, et avant de commencer, je tiens à préciser que je m'arrêterai à la fin du 19e siècle. Si vous voulez connaître la suite, regardez cette vidéo. La Troisième République est née dans la défaite, celle de Napoléon III face à la Prusse le 2 septembre 1870. Ce dernier a été fait prisonnier à la bataille de Sedan. 2 jours après, la nouvelle atteint Paris. Les députés républicains ne perdent pas de temps. Ils votent la déchéance de Napoléon III, proclament la République et forment un gouvernement provisoire dirigé par le général Louis-Jules Trochu. Cependant, il y a un gros problème. Les Français sont encore attachés à l'Empire. Les résultats d'un référendum d'avant-guerre montraient que les Français y étaient majoritairement attachés. Alors pour se légitimer, le gouvernement provisoire décide de continuer la guerre contre la Prusse après l'échec des négociations de paix. À partir du 19 septembre, Paris est assiégé. Une partie du gouvernement reste pour organiser la défense de la ville, une autre, dirigée par Léon Gambetta, fuit à Tours pour organiser la défense du territoire français. Cette défense a échoué, car le 18 janvier 1871, un armistice est signé. L'Empire allemand est proclamé et exige de la France qu'elle organise des élections pour élire un gouvernement légitime et ensuite signer un traité de paix. Les élections se déroulent le 8 février et donnent les monarchistes largement majoritaires à l'Assemblée nationale, avec Adolphe Thiers comme chef du gouvernement. Pour le moment, ce résultat n'a pas d'importance sur la politique intérieure, mais en a sur la politique extérieure, car les monarchistes sont favorables à une paix rapide. Les républicains, quant à eux, hésitent à accepter les conditions de paix du chancelier allemand Otto von Bismarck et sont divisés. Après un vote, les députés acceptent les conditions de paix par 546 voix pour, contre 107. La France doit céder la région d'Alsace à l'exception de la ville de Belfort, une partie de la Moselle et doit payer une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or pour financer le retrait des troupes allemandes du territoire. Le tout est officialisé le 10 mai, lors de la signature de la paix de Francfort. La République n'a pas apporté la victoire et a donné un bout de France à l'ennemi. Forcément, la défaite et le régime en place ne sont pas beaucoup acceptés par la population. Le cas le plus connu est évidemment la Commune de Paris. Le 18 mars, les Parisiens refusent de donner les canons de la garde nationale au gouvernement installé à Versailles et proclament la Commune de Paris avec pour objectif de continuer la guerre. La capitale est de nouveau assiégée par les troupes allemandes et celles de Thiers. Entre le 21 et le 28 mai, Paris est reconquise lors de la semaine sanglante et met fin à la Commune. À ce moment-là, la République montre qu'elle est capable de rétablir l'ordre si on s'attaque à elle. Un autre soulèvement a eu lieu en octobre 1870 en Algérie, suite au décret craigneux donnant le droit de vote aux juifs algériens, mais il fut réprimé. Les indemnités de guerre quant à elles ont pu être rapidement remboursées, grâce aux richesses accumulées sous le Second Empire et à quelques emprunts le 15 mars 1873. À partir du 24 mai, il n'y a plus aucun soldat allemand sur le territoire français. À présent que les problèmes extérieurs ont pu être réglés, il est temps de régler le problème principal, les monarchistes. Ils sont divisés entre les légitimistes, les partisans du petit-fils de Charles X, et les orléanistes, partisans du descendant de Louis-Philippe. Mais ils sont assez puissants pour restaurer une monarchie. Adolphe Thiers essaye de faire de la Troisième République un régime proche de la monarchie. Le 31 août 1871, il se donne le titre de président de la République, après un vote, et se proclame en faveur d'une république conservatrice. Une grave erreur que la majorité ne lui pardonne pas, et le destitue pour le remplacer en 1873 par le maréchal Patrice de MacMahon, héros de la guerre de 1870 et monarchiste légitimiste. La République semble sur le point de disparaître. MacMahon prévoit un programme de réinstauration de l'ordre moral, mais les républicains progressent en imposant des lois. Le 24 novembre 1873 par exemple, l'Assemblée vote la loi du septennat pour le président. Pour rétablir la monarchie, les royalistes ont réussi à se mettre d'accord sur l'héritier du trône, le comte de Chambord. Mais le problème, c'est le comte de Chambord. Celui-ci ne veut pas d'une monarchie parlementaire héritée de la Révolution. Il veut une monarchie absolue, ce que les orléanistes n'acceptent pas. L'exemple le plus connu est son refus de reconnaître le drapeau tricolore, qui divisa les monarchistes.
À cause de ces positions et de la politique trop conservatrice du président, les monarchistes perdent des sièges aux élections législatives partielles de 1873. Les orléanistes commencent à se rapprocher des républicains pour obtenir des compromis, la création d'un Sénat qui n'est pas élu par le peuple. Divisé à cause du conservatisme du duc de Chambord et lâché par les orléanistes, l'espoir d'un retour de la monarchie est définitivement écarté cette année-là. Néanmoins, l'affaiblissement des monarchistes, couplé à la mort de Napoléon III la même année, permet au parti bonapartiste de ressusciter, car son successeur, Napoléon Eugène, ne porte pas le poids de la défaite sur ses épaules. Ils parviennent à gagner quelques sièges aux différentes élections. Mais la mort du prétendant en 1879 divise les bonapartistes et permet aux républicains de s'imposer définitivement auprès des Français. À présent que les républicains ont pu s'imposer, ils peuvent poser les bases du système politique avec la rédaction d'une constitution à partir de 1875. Le président de la République, pour commencer, est élu par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il commande les armées, il peut dissoudre l'Assemblée nationale avec l'accord du Sénat, il a l'initiative des lois et n'est pas responsable pénalement. Il préside le Conseil des ministres, composé au début de 9 ministères, qui est dirigé par un président du Conseil. L'Assemblée nationale est élue pour 4 ans par le peuple au suffrage universel, et les sénateurs sont élus par les députés, dont une partie est inamovible. La Constitution est sujette à interprétation, qui causa un conflit entre le président et les parlementaires, à savoir, est-ce que la République est présidentielle ou parlementaire? Le principal point de divergence concerne l'aspect clérical du régime. MacMahon, plus clérical, dissout alors l'Assemblée le 16 mai 1877. Le retour de bâton fut assez violent. Les républicains conservent leur majorité à l'Assemblée et finissent même par être majoritaires au Sénat après les élections de 1879. Face à cet échec, MacMahon démissionne le 30 janvier pour être remplacé par le républicain Jules Grévy. La menace royaliste et bonapartiste étant écartée, le principal problème de la République sont les républicains eux-mêmes, divisés entre les modérés qui souhaitent installer progressivement leurs idées et les radicaux qui veulent les imposer tout de suite. Quoi qu'il en soit, le début des années 1880 voit l'arrivée de lois importantes. La loi du 6 juillet 1880 qui définit le 14 juillet comme fête nationale, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dit que tout journal peut être publié librement sans autorisation au préalable. Les lois Ferry de 1881 et 1882 qui rendent l'école laïque, gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 13 ans. La loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui autorise l'association syndicale et donc la grève. L'autorisation du divorce la même année, bref, j'en passe et des meilleurs. En fait, pour bien comprendre comment la France est devenue républicaine, c'est parce que le régime a tout fait pour stopper l'influence de l'Église en créant sa propre identité. Pour cela, elle crée ses propres fêtes, impose des visuels dans l'espace public, tels les initiales RF pour République française, restaure la Marseillaise et exclut les clercs de l'instruction. L'instruction est réglementée via le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire et le roman pédagogique Le Tour de France par 2 enfants, qui pose les bases de l'éducation scolaire en France, avec pour objectif de faire des futures générations de parfaits républicains. C'est ce qu'on appelle plus communément le roman national. Une histoire de France racontée avec un début, des personnages auxquels s'identifier et une fin, la Troisième République. La républicanisation de la France semble donc en bonne voie. Ou presque. La situation économique française dans les années 1880, comme dans le reste du monde, est assez mauvaise. Le chômage augmente et le pouvoir d'achat baisse. Ainsi, le président du Conseil Jules Ferry se fait renverser par les oppositions de gauche et de droite en 1885. La principale conséquence est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Les gouvernements s'enchaînent, mais aucun ne se maintient. Cette instabilité politique provoque du mécontentement au sein de la population, et une personne en profite pour se présenter comme l'homme de la situation, le général Georges Boulanger. Il est ministre de la guerre depuis janvier 1886. Il propose des idées politiques de gauche, tout en prenant une politique ferme, limite hostile à l'égard de l'Allemagne, ce qui est assez dangereux étant donné que la France n'est pas en capacité de la vaincre. Ainsi, il perd son poste en mai 1887. En réaction, il fonde son propre mouvement, le Parti national. Il rassemble de plus en plus de soutien venant de tous bords politiques, patriotes, nationalistes, militants d'extrême gauche et d'extrême droite, et il va même secrètement chercher des soutiens des monarchistes. Il cherche à mettre en place une république avec un pouvoir fort. Il mène une campagne électorale intense et se présente à toutes les élections partielles pour faire parler de lui.
Les parlementaires prennent peur en voyant son succès qu'il provoque la guerre. Ils craignent aussi des soulèvements et des violences populaires dans les rues de Paris. Le 27 janvier 1889, il remporte les élections partielles à Paris. C'est l'apogée de sa gloire. Une gigantesque manifestation est organisée. Un mouvement insurrectionnel est à craindre de sa part. Et pourtant, il hésite et ne fait rien. En fait, s'il n'a pas agi, c'est parce qu'il a réuni tellement de soutien que la moindre action ou parole de sa part va les frustrer. Ce qui ne lui permettrait pas de gouverner de manière durable. Après la formation du nouveau gouvernement en février, il fuit à l'étranger par peur d'être arrêté et se suicide en 1891. Pour satisfaire les anciens partisans du général, le nouveau gouvernement français instaure un service militaire obligatoire de 3 ans. J'ai déjà parlé de la société française dans ma vidéo sur la Belle Époque, alors je vais juste apporter des compléments. Les Français forment des familles après s'être mariés, mais le concubinage est très présent chez les classes populaires. L'endogamie reste très pratiquée. Les Français se marient avec une personne issue de leur quartier ou de leur village. Ainsi, la mortalité infantile baisse et les femmes font moins d'enfants. Et justement, parlons-en de la situation des femmes. À la fin du 19e siècle, elles sont considérées comme mineures et dépendent de leur mari ou de leur père auquel elles doivent obéissance. L'argent qu'elles gagnent en travaillant revient à leur mari jusqu'en 1907. L'adultère est plus durement réprimé pour celles-ci que pour les hommes et elles n'ont pas le droit de vote. Ainsi, la Troisième République voit apparaître les premiers mouvements féministes réclamant plus de droits et d'égalité. Les plus connus sont les suffragettes ou encore la Ligue française pour le droit des femmes. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Pour compenser les pertes de la guerre de 1870 et la faible natalité, la France accueille des travailleurs étrangers, majoritairement venus de Belgique et d'Italie. Ils sont 1 million en 1881 et représentent 2,7% de la population. Pour favoriser leur installation, une loi de 1889 permet aux enfants d'immigrés nés en France d'obtenir la nationalité française. Cet afflux d'immigrés n'est pas toujours bien perçu par la population, qui dans certains endroits se sentent envahis, ce qui crée des tensions qui aboutissent parfois à des violences. Comme à Aigues-Mortes en 1893, où plus d'une vingtaine d'Italiens sont massacrés par des villageois suite à une rumeur de meurtre de Français. Au niveau industriel, la France développe un grand réseau de chemins de fer secondaires pour relier les petites communes des territoires ruraux aux grands réseaux nationaux. C'est aussi une époque qui voit l'apparition de nouvelles inventions, comme le téléphone en 1876, l'automobile à vapeur ou encore la Tour Eiffel en 1889. Faisons un point rapide sur la politique extérieure de la France. Les débuts de la Troisième République sont marqués par le relancement de l'expansion coloniale, ce qui crée beaucoup de débats à l'Assemblée. L'expansion est surtout soutenue par les républicains modérés menés par Jules Ferry. Les républicains radicaux, comme Georges Clemenceau, s'y opposaient car considéraient ces expéditions comme coûteuses en vie humaine et inutiles. La droite nationaliste, quant à elle, veut se concentrer sur la récupération de l'Alsace-Moselle. La France put se doter d'un grand empire colonial grâce à la conférence de Berlin de 1884 à 1885, qui lui permet de s'étendre au risque de créer des tensions avec ses voisins européens. Par exemple, en 1898, Français et Anglais lancent une expédition en Afrique partant d'Éthiopie pour les premiers et du Soudan pour les seconds. Tous deux finissent par atteindre le poste de Fashoda, et les tensions montent. Le conflit semble inévitable, mais les deux pays se mettent d'accord, et la France se retire en renonçant au Nil. La principale conséquence de cet événement est que la France et le Royaume-Uni se sont rapprochés diplomatiquement. Mais des fois, ça ne marche pas. En 1881 par exemple, la France lance une campagne en Tunisie pour en faire un protectorat et sécuriser la frontière est de l'Algérie. Cela a pour effet de dégrader les relations franco-italiennes et poussera cette dernière à se rapprocher de l'Allemagne. L'Empire allemand quant à lui cherche à isoler la France pour ne pas qu'elle s'allie avec d'autres pays pour préparer sa revanche. Alors, après de nombreuses tentatives, la France finit par signer une alliance avec la Russie tsariste en 1892. Retournons en France pour parler de l'une des crises les plus importantes de la Troisième République, l'affaire Dreyfus. Tout commence en 1894, lorsqu'une affaire d'espionnage en faveur de l'Allemagne frappe l'armée française. L'enquête interne aboutit à la condamnation, à la disgrâce et à la déportation au bagne du capitaine Alfred Dreyfus, un Français juif d'origine alsacienne. Néanmoins, un dossier concernant l'affaire n'a pas été communiqué lors du procès et fait naître chez une minorité de personnes un doute sur la culpabilité de Dreyfus. Car en effet, l'antisémitisme était très fort à cette époque-là, que ce soit dans l'armée ou dans la population. De plus, il est alsacien, ce qui en ce début d'affaire le rend suspect.
Il représente donc un coupable parfait pour se débarrasser des potentiels traîtres de l'armée. Mais Dreyfus est innocent, et son frère Mathieu charge le colonel Georges Picquart d'enquêter pour trouver le vrai coupable. Picquart trouve le dossier non communiqué et trouve le véritable responsable en 1897, Ferdinand Esterhazy. À partir de ce moment, l'affaire Dreyfus est rendue publique et prend toute son ampleur. La classe politique, tout comme la population, s'emballe et se divise entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, même si la tendance est plutôt en faveur des anti-Dreyfusards. Les Dreyfusards demandent alors à ce que le procès soit révisé. En vain, l'état-major refuse et considère l'affaire comme close. Picquart est poursuivi en justice et Esterhazy est acquitté le 11 janvier 1898. En réponse, l'écrivain Émile Zola écrit le 13 janvier dans le journal L'Aurore « J'accuse ». Cet article, qui est une lettre ouverte au président de la République, accuse l'armée, l'état-major, la presse et le conseil de guerre de protéger le véritable coupable de l'affaire. Zola est soumis à un procès pour diffamation en février et est condamné à 1 an de prison et 3000 francs d'amende. Plus l'affaire avance, plus aux yeux de l'opinion, l'armée perd son statut de gardienne de la sagesse. Mais elle prend un nouveau tournant en 1898, lorsque Godefroy Cavaignac devient ministre de la guerre. Il demande la rédaction d'un nouveau dossier pour en finir avec cette affaire. Le jugement de 1894 est remis en cause et le procès peut enfin être révisé grâce aux efforts des Dreyfusards et à l'ignorance de Cavaignac. En juin 1899, le jugement de Dreyfus est révisé par la Cour de cassation. Le conseil de guerre de Rennes reprend l'affaire et aboutit à la condamnation de Dreyfus à 10 ans de prison. Finalement, la mort du président Félix Faure, l'élection du président Émile Loubet et la formation du gouvernement Waldeck-Rousseau permet de gracier Dreyfus et de l'amnistier en 1900. Il faut finalement attendre le 22 juillet 1906 pour que Dreyfus soit définitivement innocenté et remis en liberté après 12 ans de calvaire. Esterhazy, quant à lui, ne sera jamais condamné. Eh bien, il s'en est passé des choses. Guerre, crise politique, crise économique, contestation. Et pourtant, malgré tout ça, le régime a tenu. À l'aube du XXe siècle, la Troisième République est toujours là. Alors, comment elle a fait? Pour commencer, elle a profité de l'affaiblissement de ses opposants. La défaite de 1870, la mort de Napoléon III et de son fils ont fait perdre aux bonapartistes leurs prétendants les plus solides. Quant aux royalistes, le conservatisme du comte de Chambord et leurs divisions internes les ont aussi affaiblis. Ensuite, les républicains ont au début adopté une politique conservatrice et modérée, ce qui permit de rallier certains députés orléanistes. Les lois Ferry sur enseignement permirent aussi de faire des enfants de bons républicains qui ne chercheraient pas à renverser le régime, en plus de créer une identité républicaine. Pour finir, malgré toutes ces différences, il y avait tout de même une chose qui réunissait les différentes factions politiques, le revanchisme. Le nationalisme français a atteint son paroxysme et permis de maintenir un semblant d'union qui fut bien exploité pendant la Première Guerre mondiale avec l'Union sacrée. Mais avant que cette terrible guerre n'arrive, la France atteint le XXe siècle et peut profiter du calme qui est enfin revenu et du retour de la croissance dans une courte période que l'on appelle la Belle Époque.